On va attendre un tout petit peu. Voilà, Quand tu veux. Oui, 10 minutes. 10 minutes, très bien. Bon, allez. Donc, Roland, le grain de poivre de la deuxième journée. Et ensuite, tu dois aller après aux signatures, hein, je te signale. Olivier, pareil. Marc, et puis Olivier Biscay et Olivier Pourriol. Voilà. Donc, Roland, la parole est à toi. Merci. D'abord, merci Olivier. C'était à la fois intéressant, distrayant et intelligent. C'est formidable. Ça n'a eu qu'un vrai inconvénient pour moi, c'est que en général, quand je dois faire un de ces grains de poivre, je relis tout en écoutant le dernier orateur, je relis mes notes pour pouvoir répondre à des choses, et tu as fait éteindre la lumière. Donc là, je suis dans l'incapacité de faire ça, mais c'est peut-être un service que tu m'as rendu, et à eux aussi. J'ai eu le sentiment, ça doit faire quoi, 10 ans que je viens, François, à ton invitation à ces rencontres, et j'avais le sentiment au fil des années de m'être fait essentiellement pas mal d'amis ici. Et j'ai eu le sentiment, et je dois vous dire que ça m'a affecté un peu, hier, que peut-être j'étais en train d'en perdre quelques-uns. Eh bien, écoutez, je vais persister et signer sur la même ligne qu'hier. Donc, là, j'ai pas encore le temps de relire mes notes. Je prends comme ça au hasard 3, 4, 5 points que j'ai notés, sur lesquels j'ai envie de vous rajouter un petit grain de poivre. Le premier, ça sera pour vous raconter une anecdote. J'entendais parler des fiches S, et je me rappelais une histoire que m'avait racontée François Mitterrand. Ça se passe en 1954. Il y avait déjà des fiches, mais elles n'étaient pas S. Et Mitterrand a été nommé depuis quelques jours ministre de l'Intérieur. Et il rencontre un de ses amis, collègues parlementaires, qui avait lui-même été ministre de l'Intérieur, et qui lui dit, tu sais, tu as le droit d'aller dans la salle du fichier des renseignements généraux, et tu peux comme ça piquer ta fiche. Ah, lui dit Mitterrand, oui, c'est une très bonne idée. Et donc, il va, il traverse, c'est presque en face du bureau de ce ministre, il va dans la rue des Saussaies, il demande à voir le fichier des renseignements généraux. Et il me dit, j'ai eu le sentiment qu'ils s'y attendaient un peu, parce qu'ils m'ont amené dans une fiche où il n'y avait que des meubles en bois. À l'époque, ce n'était pas informatisé. Et comme par hasard, le directeur qui me faisait entrer est reparti, il m'a laissé tout seul. Donc, je suis allé dans un tiroir où il y avait marqué LMN, et j'ai ouvert et j'ai cherché MI, MIT et Mitterrand, et il n'y avait pas de fiche. Donc voilà, ils étaient passés avant moi. Alors il dit, du coup, je me suis dit, tiens, je vais regarder si je ne trouve pas la fiche d'un copain. Donc il va plus loin, il arrive à N, Nora, Simon, certains d'entre vous se souviennent de lui, et il se dit, tiens, et il prend la fiche de Simon Nora, il la met dans son cartable, et il s'en va. Et le soir, il me dit, je mets ça dans une enveloppe Kraft, et comme ils habitaient l'un et l'autre très près, avenue de l'Observatoire, il passe, avenue de l'Observatoire, devant chez Nora, qui n'est pas là. Alors il donne ça au concierge en lui disant, tiens, vous donnerez ça à monsieur Nora quand il arrivera. En vérité, Simon Nora a été précédé par sa femme, qui a eu le dossier remis par le concierge et qui l'a ouvert. Il n'y avait strictement rien sur les activités politiques de Simon Nora, mais il y avait tout sur ses frasques personnelles. Grave crise dans le couple, paraît-il. Comme quoi, il vaut mieux ne donner les fiches qu'au juge. Deuxième chose, le djihad. Moi, l'une des rares choses que j'ai retirées de la religion musulmane, c'est que j'essaye toujours de faire le djihad. Le djihad, c'est l'effort sur soi-même. Je ne sais pas pourquoi, c'est devenu, dans le vocable de la société française aujourd'hui, faire la guerre. Donc, moi, je crois qu'il faut faire le djihad en permanence. C'est à quoi je vous invite. Et même aller, comme dirait Olivier, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, j'ai reçu aussi de la religion chrétienne l'idée qu'il fallait savoir tendre l'autre joue. Donc, le djihad. Le djihad, mais en effet, pas la violence individuelle. Et je pense que c'est
leçon morale importante à dire à ceux qui défendent des causes politiques. J'ai vécu toute la fin de ma jeunesse jusqu'au bac dans un pays où il y avait du terrorisme individuel. J'ai vu, cher Éric, le procureur général de ma ville, allumer sa voiture et sauter. J'ai vu la mère d'un de mes camarades de classe se faire poignarder dans la rue alors qu'elle avait un bébé dans les bras. J'ai vu et vécu tout cela. Et il y avait des gens autour de moi. J'étais favorable à l'indépendance du pays pour lequel étaient censés lutter ces terroristes. Et il y avait autour de moi des gens qui justifiaient ces activités terroristes au nom de leur idéal. Moi, je crois que notre devoir à tous, de démocrates pour le coup, simplement, c'est de savoir en effet défendre les causes et ne jamais pardonner la violence individuelle, a fortiori le meurtre. Et je crois qu'il faut faire très attention. Autant il nous faut être attentifs aux causes, y compris aux causes personnelles que peuvent avoir les gens qui s'engagent là-dedans, autant il n'y a pas de possibilité autre que la condamnation devant toute violence individuelle, meurtrière, quel que soit son objectif, fût-il légitime. Ensuite, j'ai noté quelque part qu'on s'en prenait aujourd'hui comme hier aux Américains à propos de la recherche des causes, de l'Irak, etc. Je sais bien, il y a dans un film de Godard, tiens, Olivier la Chinoise, un moment où le personnage de la Chinoise dit « il faut toujours accuser les Américains. Si toi, tu ne sais pas pourquoi, eux, ils le savent. » Eh bien, en l'occurrence, les Américains ne le savent pas, qu'ils sont coupables à propos de l'Irak, en tout cas la plupart d'entre eux. Mais je ne voudrais pas, moi, que la recherche de la cause américaine nous empêche de voir les nôtres. Je pense que nous avons été présents dans les pays arabes en général, et au Moyen-Orient en particulier, dans des conditions telles que nous sommes aussi partie prenante aux causes géopolitiques de ce qui aujourd'hui nous entoure et nous menace. Je passe un peu. Je dis deux mots de cette histoire des mesures exceptionnelles, puisque nous avons des circonstances exceptionnelles. Il y a des pays qui sont démocratiques sans être laïques, qui ont pris l'habitude de mieux regarder et évaluer l'action de leur gouvernement et de leur police pendant, ou en tout cas après, que les événements se sont passés. Et lorsque nous avons des documents de ce genre, je n'ai trouvé aucun élément qui permette de justifier des mesures de sécurité exceptionnelles telles qu'on l'a fait vivre aux habitants de ces pays démocratiques. Je pense que toutes les mesures exceptionnelles qui ont été décidées sur le territoire britannique à cause de l'existence de l'IRA en Irlande, que tout cela n'a donné aucun résultat positif du point de vue de la lutte contre ce groupe terroriste. Je pense qu'aux États-Unis, ni Guantanamo, ni le Patriot Act n'ont enregistré, d'après les sources mêmes actuelles du Congrès, aucune conséquence positive, que ça n'existe pas, que c'est un rêve policier, parfois politique, mais que la preuve de ces mesures exceptionnelles n'a jamais été faite dans aucun de ces pays. Je pense qu'il faut y réfléchir quand on prend à notre tour des mesures exceptionnelles et qu'on se demande bien à quoi ça servirait que des petits juges viennent de faire vérifier ce que font nos admirables forces de l'ordre. Attention, attention. Vivre dans une démocratie, c'est aussi cela. Ça n'est pas s'inventer une efficacité qui, de surcroît, n'a jamais été prouvée. Je ne vais pas en profiter pour dire deux mots, puisque j'ai parlé des juges. Je ne vais pas en profiter pour faire une pique contre la justice administrative. Mais enfin, nous sommes le seul pays d'État de droit dans lequel l'État a un droit pour lui. C'est ahurissant quand on y réfléchit, que les mêmes règles de droit ne s'imposent pas aux citoyens, à l'État, comme à ses citoyens. Alors je sais bien que j'ai enseigné pendant des décennies dans une maison qui a le grand respect du droit administratif et qui n'arrête pas de montrer que le droit administratif est en avance, serait plus progressiste que le droit
judiciaire. Je pense quand même que c'est une blague démocratique et que ce n'est pas un hasard si Napoléon qui l'a inventé. On apprend à l'École nationale de l'administration que le monde entier nous envie cette structure de droit administratif. Je remarque que le monde nous envie, mais que personne ne nous imite. Et donc je me demande si de temps en temps, on ne devrait pas aussi réfléchir à ces garanties publiques-là qui empêcheraient le citoyen d'avoir un droit particulier lorsqu'il doit aller avoir affaire à l'État ou à des collectivités publiques d'une façon ou d'une autre. Je crois que j'ai noté une phrase qui était le contexte émotionnel justifie l'état d'urgence. J'ai noté qu'il avait dit, mais peu importe. Le contexte émotionnel justifie l'état d'urgence. Là, je me demande réellement si, franchement, les amis qui disent des choses comme ça se moquent du peuple. Ça veut dire que l'état d'urgence, il n'a pas de raison d'être sur le plan de l'efficacité, qu'il n'en a pas non plus sur le plan des principes, mais que c'est bon pour répondre à l'émotion populaire. Alors là, je trouve que c'est ahurissant. Ça veut dire qu'il faut que nous nous acceptions, nous, peuple, comme des crétins mus par l'émotion, et que c'est juste pour nous, pas du tout pour arrêter les terroristes, qu'on fait l'état d'urgence. Et en même temps, j'ai peur que cette phrase soit vraie. J'ai peur qu'en effet, quand on fait l'état d'urgence, et encore plus quand on prolonge l'état d'urgence, ça soit uniquement un acte de nature politique, symbolique, médiatique, pour nous impressionner, pour nous faire croire qu'on fait quelque chose d'efficace, alors qu'on sait parfaitement qu'il n'y a pas de vraie légitimation. À la vérité, moi aussi, j'ai dit parfois, je crois même que j'ai enseigné un certain nombre de fois, qu'il y avait ce fameux curseur de la sécurité à la liberté, et que le problème, c'était de savoir en permanence où mettre le curseur. Eh bien, je pense que j'avais tort. Je pense que dans les cas graves, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de curseur. Rien n'est au-dessus de la liberté. Rien n'est au-dessus de la liberté. Rien au nom de la sécurité ne doit venir entraver les libertés publiques d'une société démocratique. Et je le dirais plus encore par rapport au terrorisme, parce qu'accepter de renoncer à nos libertés publiques, soi-disant pour mieux les combattre, et j'ai dit que ce n'était pas vrai, c'est renoncer à nos principes essentiels, c'est donc leur donner raison. C'est faire comme si déjà ils avaient raison, puisque nous avons supprimé nous-mêmes d'un trait de plume ce qui faisait la beauté de nos républiques et de nos démocraties. Un mot encore, j'ai relevé cette phrase « Il est normal d'avoir peur ». Au fond, je suis d'accord, je l'avais dit hier, on comprend bien qu'il se passe des choses graves et que les gens aient peur. Il est normal, sans doute, d'avoir peur. Mais Pourriol vient de nous le rappeler, la peur est désintégratrice de société et la peur n'est jamais bonne conseillère des actions publiques. Donc, il est sans doute normal pour des individus d'avoir peur, mais la seule leçon à donner à une société, c'était celle de l'ancien pape, c'est « n'ayons pas peur ». De la même façon que préserver les libertés, il faut préserver la capacité d'une société à réagir contre la peur et non pas lui donner raison, selon moi, parce qu'elle a peur. Je termine simplement par deux petites choses pour nous ramener à la période politique actuelle. La première, histoire de citer moi aussi les grands textes, il n'y a pas de raison de laisser les philosophes tout seuls, Aristote nous avait expliqué pourquoi il fallait des règles dans une société. Il disait, au fond, quand un type joue seul à la balle devant un mur, il n'a pas besoin de règles. Il s'occupe lui-même de ses règles. Mais dès l'instant qu'on est au moins deux à jouer à un jeu de balle, il faut bien qu'il y ait des règles. Et moi, je pense que le plus important, en effet, c'est qu'on ait dans nos sociétés des règles, qui soient des règles communément acceptées, que c'est ça ce qui fait un état de droit, et qu'à mon avis, ça, c'est supérieur à toutes les autres considérations de valeur et d'efficacité. Enfin, je termine par ceci, et ce n'est pas sans lien. Nous votons
dimanche prochain et le dimanche d'après. Je ne vais pas me mettre à vous donner des conseils pour voter. J'ai cru comprendre que c'était assez divers. Mais je voudrais vous rappeler que la France, dans son génie singulier, a inventé et est pratiquement toujours l'un des seuls pays du monde à pratiquer les élections à 2 tours. Une chose absolument incroyable. La plupart des pays se demandent pourquoi on vote 2 fois de suite. Nous votons à 2 tours. Et la tradition républicaine, c'est qu'au premier tour, on choisit et qu'au deuxième tour, on élimine. Alors, je voulais juste vous rappeler ça. Choisissez. Et bien entendu, choisissez comme bon vous semble au premier tour. Mais n'oubliez pas d'aller éliminer au deuxième tour. Merci. Merci Roland. Merci à tous. Nos amis nous attendent à la salle, à la table des dédicaces où la librairie Masséna met en vente les livres de nos 4 intervenants. Merci à tous et je vous dis à demain, 14h30.